10%, c'est la part colossale, vertigineuse que représente aujourd'hui le mobilier dans les émissions mondiales de CO2. 10%, presque autant que l'aviation et le transport maritime réunis. Et pourtant, qui en parle vraiment ? Bienvenue dans Seconde Vie, le podcast signé Vikia.fr où l'on explore le monde du mobilier autrement. Celui de la transformation, de la conscience et du choix. Ici, on ne parle pas simplement de meubles, on parle de notre rapport à la matière, au temps et à la planète. Aujourd'hui, nous allons parler d'une invasion silencieuse, massive et pourtant souvent invisible à nos yeux. Elle s'insinue dans nos salons, nos chambres, nos cuisines. Elle s'invite dans nos vies sans qu'on s'en rende compte. Elle s'appelle le fast fourniture, le meuble jetable. Vous savez, ces meubles vendus à prix cassé, livrés en 24 heures, qui s'abîment en 2 ans et finissent à la décharge avant même d'avoir une histoire. Ce sont eux qui alimentent une industrie aux conséquences écologiques dramatiques. Ce sont eux qui transforment nos intérieurs en maillons d'un système de surconsommation. Ce sont eux qui participent en silence à la destruction de nos forêts, à l'épuisement de nos ressources, à la montée des émissions. Et cette invasion aujourd'hui franchit un nouveau cap. Vous avez peut-être vu passer la nouvelle. Après avoir conquis la fast fashion, des géants comme Shein s'attaquent désormais à l'ameublement. Oui, Shein arrive dans nos villes, dans nos rues, dans des temples historiques du commerce comme le BHV Marais ou les Galeries Lafayette. Non plus seulement avec des vêtements, mais avec des meubles et des objets de décoration. Des meubles produits à l'autre bout du monde à une vitesse folle dans des conditions souvent opaques, transportés sur des milliers de kilomètres pour atterrir chez nous à prix dérisoire. Ce n'est plus seulement une question de goût ou de style. C'est devenu un enjeu climatique, social, culturel. C'est devenu une question de choix de société. Alors, dans cet épisode, on va prendre le temps pour comprendre ce phénomène en profondeur, pour lever le voile sur ce que cache vraiment le fast fourniture, pour décortiquer les stratégies de marques comme Shein, qui, sous couvert de tendance et de petits prix, nous enferment dans une boucle de surconsommation. Pour explorer les alternatives, celles qui respectent les ressources, les savoir-faire, les générations futures. Parce que ce podcast n'est pas là pour pointer du doigt, mais pour réveiller les consciences. Parce que chaque meuble que nous achetons ou que nous restaurons, chaque choix que nous faisons pour notre intérieur a un impact sur bien plus que notre salon. Il raconte une histoire sur le monde dans lequel nous voulons vivre. Alors installez-vous confortablement, si possible sur un meuble qui a déjà vécu. On démarre ensemble ce voyage au cœur d'une industrie qui ne veut pas qu'on la regarde de trop près. Bienvenue dans Seconde Vie et bienvenue dans cet épisode. Pour comprendre ce qu'est le fast fourniture, il faut commencer par regarder là où personne ne regarde. Pas dans les vitrines bien éclairées des magasins, pas dans les photos léchées des catalogues, pas même dans les jolis intérieurs que l'on scrolle sur Instagram. Non, il faut regarder derrière, dans les forêts que l'on rase, dans les usines où l'on produit à la chaîne, dans les cargos qui sillonnent les mers, dans les décharges qui débordent. Car c'est là que commence et que se termine la vie de la majorité des meubles que nous consommons aujourd'hui. Chaque année, plus de 10 millions de tonnes de meubles sont jetés rien qu'en Europe. 10 millions de tonnes. Imaginez un mur de chaises, d'armoires, de lits, de tables qui s'élèverait plus haut que la tour Eiffel et s'étendrait sur des kilomètres. Et sur cette montagne de déchets, près de 80% finiront incinérés ou enfouis. Pourquoi ? Parce que ces meubles n'ont pas été conçus pour durer. Ils sont pensés pour être produits vite, vendus vite, remplacés vite. Prenons un exemple concret. Une table en bois massif fabriquée en Europe dans une menuiserie artisanale peut durer 40 à 60 ans sans perdre sa valeur ni sa solidité. Un meuble en aggloméré, issu de la production industrielle rapide, lui, dépasse rarement 7 à 10 ans. Dans certains cas, il se fragilise au bout de 2-3 ans seulement. Mais ce n'est pas seulement une question de durée de vie, c'est aussi et surtout une question de coût environnemental. Chaque seconde, l'équivalent d'un terrain de football de forêt est détruit dans le monde, en grande partie pour alimenter des industries comme celle du meuble. Certaines marques se vantent d'utiliser du bois certifié, mais dans la réalité, une grande part de la matière première provient encore de zones déforestées illégalement, notamment en Asie du Sud-Est, en Afrique centrale ou en Amazonie. Et ce bois, souvent transformé en panneaux de particules collées avec des résines chimiques, devient une matière difficilement recyclable. Les colles utilisées sont chargées de formaldéhyde et autres composés organiques volatiles, qui polluent non seulement l'air lors de la production, mais aussi l'air de nos maisons. Oui, votre commode pas chère peut libérer des substances nocives pendant des années. Ajoutez à cela la chaîne logistique, extraction du bois, transformation, fabrication, assemblage, emballage, transport maritime sur des milliers de kilomètres, distribution, livraison. Résultat, le fast fourniture représente aujourd'hui près de 10% des émissions mondiales de CO2. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'est pas la matière première qui pollue le plus, c'est le transport. Un meuble produit en Chine peut parcourir jusqu'à 20 000 km avant d'arriver dans votre salon. Et pour amortir les coûts, il sera souvent expédié, démonté, nécessitant plastique, carton, visserie. Et une nouvelle chaîne de production pour l'emballage seul. Et que se passe-t-il quand ce meuble casse, s'abîme ou ne plaît plus ?
Il finit très souvent sur un trottoir, en déchetterie ou directement en centre d'enfouissement. En France, près de 1,7 million de tonnes de meubles sont jetées chaque année. C'est l'équivalent de plus de 80 kilos de mobilier par habitant. Le cycle est court, brutal et parfaitement huilé. Acheter, casser, jeter, racheter. C'est un cercle vicieux que l'industrie a mis en place volontairement et elle le fait très bien. Parce que derrière chaque meuble vendu à 29,99 €, il y a une stratégie. On sait que ce meuble va s'abîmer vite. On sait qu'il sera difficile, voire impossible à réparer. On sait que les pièces détachées n'existeront pas. Et on sait surtout qu'un nouveau modèle tendance sortira dans 6 mois. Résultat, l'industrie mondiale du meuble a plus que doublé en taille en 20 ans. Elle pèse aujourd'hui plus de 650 milliards de dollars et continue de croître. Pas parce qu'on a besoin de plus de meubles, mais parce qu'on nous a appris à les remplacer toujours plus vite. Et pendant ce temps-là, les dégâts s'accumulent. Les sols se dégradent à cause des cols toxiques et des rejets industriels, les rivières sont contaminées par les teintures et les solvants, l'air de nos intérieurs devient jusqu'à 5 fois plus pollué que l'air extérieur. Et nos meubles, censés embellir nos vies, participent à détruire l'environnement dans lequel nous vivons. Ce chapitre pourrait sembler pessimiste, mais il est nécessaire. Parce que pour agir, il faut d'abord comprendre. Et comprendre, c'est accepter de regarder en face cette réalité. Le fast fourniture n'est pas seulement un problème esthétique ou économique. C'est un problème écologique, sanitaire et social. Et cette réalité, certains géants du commerce l'ont parfaitement comprise. Ils savent comment jouer avec nos envies, nos faiblesses, nos habitudes. Ils savent comment créer le besoin avant même qu'il n'existe, et leur prochaine cible, c'est nous. Dans le prochain épisode, nous allons plonger dans leur stratégie. Comment des acteurs venus du monde de la fast fashion comme Shein envahissent désormais le secteur du meuble. Comment ils s'installent dans nos villes, dans nos grands magasins, dans nos vies. Et pourquoi cela doit nous alerter. Paris, un samedi après-midi. Il est 14h et la rue de Rivoli déborde déjà de monde. Devant les portes du BHV Marais, des centaines de personnes patientent dans une file qui serpente le long du trottoir. Certains ont dormi sur place, d'autres filment leur attente pour TikTok, des influenceurs sont invités à entrer en avant-première. Ce que tout le monde attend, c'est pas la sortie d'un nouveau smartphone, ce n'est pas l'ouverture d'un restaurant étoilé, c'est l'arrivée d'un géant chinois de la fast fashion, Shein. Mais cette fois, ce n'est pas pour acheter des vêtements. Shein lance sa première collection de mobilier et d'objets déco physiques en Europe. Chaises, tables basses, luminaires, étagères murales, coussins, miroirs. Des produits vendus entre 4 et 39 €. Certains coûtent moins cher qu'un sandwich dans un café parisien. Pourquoi cet événement anodin en apparence est en réalité un tournant majeur ? Parce qu'il marque l'entrée d'un nouveau type d'acteur sur le marché du meuble. Un acteur qui n'a rien à voir avec l'ébénisterie, la menuiserie, l'ameublement traditionnel. Un acteur qui a appris à construire des empires en exploitant la vitesse, les tendances et les données. Shein, c'est plus de 32 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel, soit plus que Zara et H&M réunis. C'est une marque qui publie plus de 6000 nouveaux produits par jour sur son site. Et surtout, c'est une entreprise qui a compris avant tout le monde que le consommateur moderne est devenu impatient, infidèle et influençable. En appliquant ce modèle au mobilier, Shein change les règles du jeu. Premier changement, la vitesse. Là où un fabricant européen met 6 à 12 mois pour concevoir, produire et distribuer une nouvelle collection de meubles, Shein peut la créer en 2 semaines. Comment ? Grâce à un système ultra flexible de production en micro-série. Ils lancent un design en petite quantité, mesurent la réaction des consommateurs en temps réel et produisent massivement uniquement ce qui fonctionne. C'est l'algorithme, pas l'artisan, qui décide de ce qui sera fabriqué. Deuxième changement, le marketing. Shein n'a pas besoin d'un spot TV ou d'un catalogue papier. Son terrain de jeu, c'est TikTok, Instagram et YouTube Shorts. Chaque nouveau meuble devient un haul potentiel, une vidéo virale, un décor pour une story. Ils utilisent la puissance des influenceurs pour transformer un objet ordinaire en must-have. Et ce pouvoir est immense. Lors du lancement de leur gamme de mobilier, certaines vidéos ont dépassé les 10 millions de vues en moins de 48 heures. Ce ne sont plus les designers ou les architectes d'intérieur qui dictent les tendances, ce sont les algorithmes et les créateurs de contenu. Troisième changement, le prix. Là où une chaise fabriquée en Europe coûte en moyenne 80 à 120 €, Shein propose des modèles à 19,99 €. Là où une table basse artisanale se vend 300 €, Shein la vend 39 €. Comment est-ce possible ? En produisant à très grande échelle dans des usines à bas coût, en utilisant des matériaux de faible qualité souvent non recyclables, en réduisant au minimum les contrôles environnementaux et sociaux, et surtout en optimisant la logistique mondiale à l'extrême. Le résultat, un meuble qui coûte moins cher à produire qu'un t-shirt, mais qui a traversé la planète entière. Un meuble Shein vendu à Paris aura parcouru en moyenne 18 à 22 000 km. Il sera passé par 4 à 6 pays avant d'arriver dans votre salon, et tout cela pour un produit qui, selon les études, aura une durée de vie inférieure à 3 ans.
Une étude publiée en 2024 par le Centre européen d'analyse environnementale estime que chaque meuble de fast fourniture génère entre 50 et 70 kg de CO2, principalement en raison du transport et des procédés industriels. À l'échelle des millions d'articles vendus chaque année, l'impact devient colossal. Mais au-delà des chiffres, ce qui est en train de se jouer, c'est un changement culturel profond. Une étude menée en France en 2023 révèle que 61% des 18-34 ans changent au moins un meuble par an. Non pas parce qu'il est cassé, mais parce qu'ils veulent changer de style. Et près de 40% déclarent acheter du mobilier impulsivement, après avoir vu une idée sur les réseaux sociaux. C'est précisément sur cette impulsion que des entreprises comme Shein prospèrent. Elles transforment le meuble en accessoire de mode, un objet que l'on change au gré des tendances comme on change une coque de téléphone. Ce modèle économique est d'autant plus puissant qu'il se déploie aujourd'hui dans des temples historiques du commerce. Ce n'est pas un hasard si Shein a choisi le BHV Marais ou les Galeries Lafayette. Ces lieux sont des symboles de l'art de vivre à la française, du design, de la qualité. En s'y installant, Shein cherche à légitimer son offre, à faire oublier son image cheap et à séduire un public plus large. C'est une stratégie subtile. Il ne remplace pas les grandes enseignes, il les infiltre. Il ne s'oppose pas au design européen, il s'y greffe. Il ne cherche pas à bouleverser nos habitudes, il les redéfinisse petit à petit. Et ça fonctionne. En quelques semaines seulement, les ventes de mobilier Shein en Europe ont explosé de plus de 240%. Leur site a ajouté plus de 30 000 références de meubles et objets déco. Des partenariats sont en cours avec des centres commerciaux dans plus de 12 capitales européennes. Et pendant ce temps-là, les acteurs traditionnels peinent à suivre. Des marques historiques comme Habitat ou Roche-Beaubois voient leur croissance stagner. Des artisans ferment leur atelier faute de commandes. Des fabricants locaux déjà fragilisés par la hausse du coût des matières premières ne peuvent tout simplement pas rivaliser sur les prix. Mais cette invasion ne menace pas seulement l'économie locale. Elle redéfinit aussi notre rapport à l'objet. Un meuble, autrefois, c'était un compagnon de vie. On le choisissait avec soin. On le gardait longtemps, on le réparait, on le transmettait. Il faisait partie de l'histoire de la maison. Aujourd'hui, il est devenu un décor temporel, interchangeable, sans âme. On ne s'attache plus, on remplace. Et dans cette course au neuf, on perd quelque chose de précieux. Notre lien avec la matière, le geste, le savoir-faire. En réalité, ce que Shein et d'autres géants installent dans nos intérieurs, ce ne sont pas seulement des meubles. Ils installent une nouvelle philosophie de la consommation, une philosophie où tout est provisoire, où rien n'a de valeur durable, où réparer devient synonyme d'archaïsme, et où changer est devenu une vertu. Mais ce modèle a un coût, et il est bien plus élevé que le prix affiché sur l'étiquette. Dans le prochain chapitre, nous allons voir ce qui se cache derrière ce prix dérisoire. Nous allons parler de la pollution invisible, des maladies respiratoires, des forêts détruites, de métiers menacés. Nous allons parler de ce que ce système détruit, silencieusement, pendant que nous montons nos meubles en kit. Le prix affiché sur une étiquette est trompeur. Il nous raconte une belle histoire, celle d'un meuble abordable, tendance, livré rapidement. Mais derrière ces 19,99 € ou ces 39 €, il y a une autre histoire. Une histoire que l'on ne voit jamais dans les publicités, une histoire que l'industrie préfère taire. Et c'est celle du coût réel du fast fourniture. Et ce coût, ce n'est pas nous qui le payons directement à la caisse. C'est la planète, notre santé, nos forêts, notre air, nos sols, notre avenir. Commençons par la base, la matière première. Chaque année, l'industrie du meuble consomme près de 500 millions de mètres cubes de bois. C'est l'équivalent de plus de 5 milliards d'arbres abattus. Une grande partie de ce bois provient de forêts tropicales et boréales, essentielles à la régulation du climat. Dans certaines régions d'Indonésie ou du Brésil, jusqu'à 40% de la déforestation annuelle est liée directement ou indirectement à l'industrie du meuble. Cela représente des millions d'hectares rasés, des écosystèmes entiers détruits, des espèces animales menacées d'extinction, et ce n'est que le début. Une fois abattu, ce bois est souvent broyé, compressé, mélangé à des colles et résines pour devenir des panneaux de particules. Ces colles contiennent des substances chimiques comme l'uréformaldéhyde qui se libèrent ensuite dans l'air. Ces composés sont classés comme des cancérogènes probables par l'OMS. Résultat, chaque meuble que nous installons chez nous peut émettre pendant des années des COV, composés organiques volatiles, qui polluent notre air intérieur. L'Agence européenne pour l'environnement estime que jusqu'à 30% des émissions de COV dans les logements proviennent du mobilier. Et ces émissions peuvent provoquer des irritations, des allergies, voire augmenter les risques de maladies respiratoires chroniques. Le fast fourniture ne pollue pas seulement lors de la fabrication du bois. Toute la chaîne de production est énergivore et polluante. Les usines qui produisent ces meubles fonctionnent principalement au charbon et au gaz, notamment en Chine, au Vietnam ou en Inde. Elles consomment des quantités colossales d'énergie pour sécher, presser, vernir, coller, emballer. Selon une étude de 2023, la fabrication d'une simple bibliothèque en panneaux de particules émet en moyenne 47 kg de CO2. Ajoutez-y le transport, souvent par cargo, et ce chiffre grimpe à plus de 70 kg. Et ces cargos, rappelons-le, utilisent encore du fioul lourd, l'un des carburants les plus polluants de la planète.
Un seul porte-conteneurs géant émet autant de soufre que 50 millions de voitures. Chaque meuble à prix bas porte donc sur ses épaules un fardeau carbone considérable. Et pourtant ce coût ne figure jamais sur l'étiquette. Une fois le meuble arrivé chez nous, un autre problème commence, celui de sa fin de vie. En Europe, plus de 10 millions de tonnes de meubles sont jetées chaque année. En France, cela représente environ 1,7 million de tonnes, soit plus de 80 kg par habitant. Et que deviennent-ils ? Environ 80% sont incinérés ou enfouis. Moins de 20% sont recyclés car les matériaux composites, les cols chimiques et les revêtements plastiques rendent le recyclage extrêmement complexe. Même lorsqu'ils sont collectés pour être recyclés, une grande partie de ces meubles finit en réalité en décharge à ciel ouvert dans des pays du Sud. C'est ce que l'on appelle l'exportation de déchets déguisés. Des enquêtes menées en Afrique de l'Ouest ou en Asie du Sud-Est ont révélé des montagnes de meubles occidentaux abandonnés, souvent brûlés à l'air libre, libérant des substances toxiques dans l'air et les sols. Et ce n'est pas tout, les meubles de fast fourniture contiennent souvent du plastique ou des revêtements qui mettent plus de 500 ans à se décomposer. 500 ans pour un meuble qui aura duré 3 ans. On pense souvent que la pollution est dehors, qu'elle vient des voitures ou des usines. Mais selon l'Organisation mondiale de la santé, l'air intérieur peut être jusqu'à 5 fois plus pollué que l'air extérieur. Et l'un des grands responsables, c'est le mobilier. Les panneaux de particules dégagent des formaldéhydes. Les vernis bon marché libèrent des benzèdes. Les cols synthétiques rejettent des phtalates. Ces substances s'accumulent dans l'air que nous respirons 90% du temps. Elles irritent les voies respiratoires, aggravent l'asthme, perturbent le système endocrinien. Une étude de l'université d'Harvard a démontré que les enfants vivant dans des logements meublés majoritairement avec du mobilier low cost présentent 38% de risques supplémentaires de développer des troubles respiratoires. Nos intérieurs, censés être des refuges, deviennent ainsi des sources de pollution chronique. Mais le prix caché du fast fourniture ne s'arrête pas à l'environnement ou à notre santé. Il touche aussi profondément notre société et notre culture. En France, près de 8000 ateliers de menuiserie ont fermé en 20 ans. En Italie, plus de 35% des entreprises artisanales du meuble ont disparu depuis 2000. Des métiers transmis depuis des générations sont menacés d'extinction. Parce qu'ils ne peuvent pas rivaliser avec un modèle où la chaise se vend moins cher qu'un repas. Parce qu'ils ne peuvent pas produire en 10 jours ce que des usines produisent en 24 heures. Parce qu'ils refusent d'utiliser des matériaux nocifs pour gagner quelques euros. Derrière chaque meuble à 25 euros, il y a un atelier qui ferme. Derrière chaque table livrée en 48 heures, il y a un savoir-faire qui disparaît. Et avec eux, c'est une partie de notre histoire qui s'éteint. Nos meubles racontaient autrefois des récits. Ils passaient de génération en génération. Ils portaient les traces du temps. Aujourd'hui, ils se contentent juste d'être jetés, sans mémoire, sans attache. Enfin, il y a un prix plus insidieux encore, celui de notre rapport au monde. En normalisant l'idée que tout est remplaçable, le fast fourniture modifie notre façon de penser. Il nous apprend à ne plus attacher de valeur aux choses, à voir les objets non plus comme des compagnons de vie, mais comme des consommables. Selon une enquête de 2024, près de 48% des Français estiment qu'un meuble n'a pas vocation à durer plus de 5 ans. Et près d'un tiers déclarent ne jamais avoir réparé un meuble de leur vie. Ce changement culturel est majeur, parce qu'il nous déconnecte de la matière, du geste, du temps, parce qu'il transforme notre rapport à la nature et à l'effort, parce qu'il nous enferme dans un cycle d'achat, de rejet, d'achat à nouveau. Et c'est précisément ce que veut l'industrie, que nous n'ayons plus le réflexe de réparer, de réutiliser, de transmettre, que nous consommions encore et encore. Alors oui, un meuble à 25 euros semble être une bonne affaire. Mais si on additionne tout, les forêts détruites, les émissions de CO2, les déchets, les maladies, les emplois perdus, les savoir-faire effacés, son vrai coût est bien plus élevé. Ce n'est pas un meuble à 25 euros, c'est un meuble qui coûte des siècles à la planète, des vies à ceux qui le fabriquent et des valeurs à notre société. Et pourtant il existe une autre voie, une voie qui redonne du sens à nos intérieurs, une voie qui nous reconnecte à la matière, au temps, à la valeur, une voie qui transforme nos meubles au lieu de les remplacer. Et c'est de cela dont nous allons parler dans le dernier chapitre. Comment résister à cette machine? Comment changer nos habitudes? Comment redonner une seconde vie à nos objets? Comment chacun à notre échelle reprendre le pouvoir sur ce que nous mettons chez nous? Après avoir parlé de l'ampleur du phénomène, de ses stratégies et de ses conséquences dévastatrices, une question essentielle demeure. Que faire? Face à une industrie mondiale de plusieurs centaines de milliards d'euros, face à des géants comme Shein ou Amazon, face à une machine qui tourne sans relâche, avons-nous vraiment le pouvoir de changer les choses? La réponse est oui, mais elle demande de repenser en profondeur notre façon de consommer, d'habiter, de créer. Et tout commence chez nous. La première étape, c'est de sortir de l'idée que nos intérieurs doivent être changés sans cesse. Nos grands-parents vivaient avec la même table de salle à manger pendant 40 ans. Pas parce qu'ils n'avaient pas le choix, mais parce qu'ils savaient que les objets méritaient de durer.
Aujourd'hui, nous avons été conditionnés à croire qu'un meuble dépassé doit être remplacé. Mais dépassé selon qui? Selon quoi? Selon des tendances éphémères décidées par des algorithmes qui changent tous les mois. Repenser notre rapport au meuble, c'est redonner de la valeur à l'histoire. C'est se demander avant d'acheter, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que ce que j'ai déjà ne pourrait pas être transformé, adapté, amélioré? Est-ce que ce que j'achète va durer? Et si oui, combien de temps? Ces questions simples sont déjà des actes de résistance. L'une des alternatives les plus puissantes aux fast-fournitures, c'est la restauration. Chaque meuble a un potentiel caché. Un buffet ancien peut devenir une pièce centrale contemporaine. Une table abîmée peut retrouver sa splendeur d'origine. Une chaise oubliée peut devenir l'élément phare d'un salon moderne. Et ce qui est magique avec la restauration, c'est qu'elle transforme aussi notre rapport au temps. On ne jette plus, on répare. On ne remplace plus, on redonne vie. Restaurer un meuble permet de réduire son empreinte carbone de 70 à 90% par rapport à l'achat d'un meuble neuf. C'est un geste écologique mais aussi économique. Sur 10 ans, la restauration coûte souvent 2 à 3 fois moins cher que l'achat répété du mobilier low cost. Et au-delà des chiffres, restaurer, c'est créer du lien. C'est s'approprier un objet, participer à son histoire, lui donner une âme. Quand on restaure un meuble, on ne change pas seulement son apparence. On change notre façon de regarder les choses. On apprend à voir la beauté dans l'imparfait, la valeur dans l'usé, le potentiel dans l'abîmé. Et petit à petit, on change notre regard sur le monde. Bien sûr, nous ne pouvons pas toujours restaurer ou fabriquer. Parfois, nous devons acheter neuf. Mais même là, nous avons un pouvoir immense, celui de choisir. Choisir des meubles fabriqués localement avec des matériaux durables. Choisir des artisans, des marques engagées, des entreprises transparentes. Choisir la qualité plutôt que la quantité. Chaque achat est un vote. Et plus nous voterons pour la durabilité, plus l'industrie devra s'adapter. Si chaque foyer européen prolongeait la durée de vie moyenne de ces meubles de seulement 3 ans, nous éviterions plus de 6 millions de tonnes de CO2 par an. C'est l'équivalent des émissions annuelles de 3 millions de voitures. Changer nos habitudes, ce n'est pas seulement restaurer ou acheter différemment. C'est aussi apprendre à faire circuler. Un meuble dont nous ne voulons plus peut avoir une seconde vie ailleurs. Nous pouvons le donner, le vendre, le transformer. Et dans bien des cas, nous pouvons simplement le réparer. Aujourd'hui, moins de 20% des meubles cassés sont réparés. Souvent parce que les pièces détachées n'existent pas, mais parfois simplement parce que nous ne pensons pas que cela en vaut la peine. Or, chaque meuble réparé, c'est un meuble de moins en décharge. C'est du CO2 évité, du bois préservé, de l'énergie économisée. Or, chaque meuble réparé, c'est un meuble de moins en décharge. C'est du CO2 évité, du bois préservé, de l'énergie économisée. Et c'est aussi une mémoire qui continue. Aucun changement n'est possible sans connaissance et aucun mouvement ne grandit sans communauté. L'industrie du fast fourniture s'appuie sur notre ignorance. Elle compte sur le fait que nous ne voyons jamais les forêts rasées, les usines polluantes, les décharges saturées. Mais nous avons aujourd'hui les moyens de savoir, de lire, de regarder, d'écouter, de soutenir des plateformes, des associations, des artisans qui militent pour une autre manière de consommer. C'est exactement ce que nous essayons de faire ici, dans ce podcast. Sensibiliser, informer, donner des clés d'action. Parce qu'en somme, nous sommes plus puissants que nous le croyons. Chaque fois que vous parlez de ce sujet, que vous partagez une information, que vous montrez votre choix de restaurer au lieu d'acheter, vous participez à un mouvement. Un mouvement silencieux mais profond. Un mouvement qui ne cherche pas à imposer mais à inspirer. Un mouvement qui dit il existe une autre voie. Résister aux fast fournitures, ce n'est pas seulement un combat contre une industrie. C'est une transformation intérieure. C'est changer notre façon d'habiter le monde. Nos meubles ne sont pas de simples objets fonctionnels. Ils racontent notre histoire, ils portent nos souvenirs, ils reflètent nos choix. Quand on choisit de restaurer plutôt que de jeter, on ne sauve pas seulement une table ou une commode. On sauve une part de notre mémoire collective, on sauve un geste artisanal, on sauve un lien entre les générations. Et surtout, on redonne du sens à nos intérieurs, on les transforme en espaces vivants, porteurs d'histoire, d'émotions et de valeurs. Le fast fourniture s'est imposé dans nos vies sans bruit, comme une habitude anodine, comme un réflexe banal. Mais aujourd'hui, nous savons ce qu'il coûte, nous savons ce qu'il détruit. Et surtout, nous savons que nous pouvons faire autrement. Changer nos habitudes ne se fera pas en un jour, mais chaque geste compte. Chaque meuble sauvé, chaque objet transformé, chaque choix réfléchi est un pas vers un avenir plus juste, plus durable, plus beau. Et cet avenir, nous avons le pouvoir de le construire. Alors la prochaine fois que vous verrez un meuble à 19,99 € dans votre fil d'actualité, souvenez-vous que ce prix n'est pas celui que paye la planète.
Souvenez-vous que derrière cette apparente bonne affaire se cachent des forêts, des ouvriers, des générations futures. Et demandez-vous, est-ce que j'ai vraiment besoin de neuf? Ou est-ce que je peux donner une seconde vie à ce que j'ai déjà? C'est peut-être là que commence la résistance. C'est peut-être là que commence le changement. Et c'est sans aucun doute là que commence l'avenir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Seconde Vie, le podcast signé Vikia.fr. Ensemble, continuons à transformer nos intérieurs, à préserver nos ressources, à redonner du sens à nos objets. Parce qu'un meuble restauré, c'est bien plus qu'un meuble sauvé. C'est un pas vers un monde qui respecte ce qu'il a, au lieu de vouloir toujours plus. Voilà, c'était Seconde Vie et cet épisode, Face Fourniture, d'Invasion Silencieuse.